Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue ce soir au Maïf Social Club. Je suis Chloé, je m'occupe de la programmation du lieu. L'ensemble de l'équipe est à votre disposition à l'issue de cette conférence pour vous parler du lieu si vous le souhaitez, pour vous faire visiter l'exposition Attention Intelligence qui parle donc d'intelligence artificielle si vous le souhaitez. Juste vous dire aussi qu'à l'issue de cette conférence, on vous propose de prendre un petit verre pour continuer à échanger au rez-de-chaussée. Voilà, et enfin, pour finir, vous dire tout le plaisir qu'on a ce soir à accueillir Philosophie Magazine autour donc de cette conférence. Et je laisse Martin Legros, rédacteur en chef de Philosophie Magazine, vous présenter à la fois le sujet et les intervenants. Merci Chloé, merci à la Maïf de nous accueillir dans ce splendide lieu pour une discussion donc autour de l'intelligence artificielle. Comment sauver l'intelligence naturelle? Depuis une trentaine d'années, les progrès de l'intelligence artificielle tendent à faire sauter toutes les barrières dressées entre l'homme et la machine. Au-delà de la capacité des machines à calculer de manière spectaculaire, à une vitesse spectaculaire, l'intelligence artificielle, nous dit-on, pourra bientôt prendre en compte le contexte, apprendre par elle-même, prendre des décisions. Nous avons donc voulu faire le point avec une spécialiste d'intelligence artificielle et un philosophe sur ces avancées et marquer peut-être les différences qu'il faut préserver entre l'homme et la machine. Et qu'avons-nous de spécifique? Si les machines calculent plus vite, ne sommes-nous pas les seuls à pouvoir sentir, comprendre un contexte, porter un jugement moral? Est-il envisageable bientôt que l'on embarque dans les voitures ou dans les drones des logiciels éthiques qui prendront des décisions plus vite, mais peut-être pas aussi, de manière aussi morale que nous? Enfin, question tout aussi vertigineuse, celle de notre rapport de la fréquentation éthique et existentielle que nous aurons avec les futurs robots. Dans la mesure où ces robots imitent certaines de nos facultés, comment allons-nous nous comporter à l'avenir avec ces êtres qui sont comme le miroir de nous-mêmes? Ne serons-nous pas tentés de leur attribuer des sentiments et des pensées? Faut-il ou non y résister? Voilà les questions que nous allons aborder ce soir, dans la continuité donc, de ce numéro que nous avions consacré dans Philosophie Magazine à la question, avec deux intervenants de très grande qualité. Laurence de Villers, vous êtes professeur à la Sorbonne en informatique appliquée, membre d'un laboratoire, le LIMSI, le laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénierie, voilà, je l'ai dit. Auteur notamment d'un livre passionnant Des robots et des hommes dont vous parlerez dans un moment. Vous vous apprêtez, j'ai vu, à publier prochainement un livre intitulé Le bluff prométhéen, si je suis bien renseigné, sur l'intelligence artificielle émotionnelle, qui est l'une de vos spécialités. Pascal Chabot, vous êtes philosophe, professeur à l'Institut des hautes études en communication sociale à Bruxelles, spécialiste de la philosophie de la technique, de Gilbert Simondon en particulier, auquel vous avez consacré un film. Après un essai remarqué consacré au burn-out, maladie de civilisation, vous avez publié récemment L'âge des transitions et un essai particulièrement intéressant, Chatbot le robot, un dialogue imaginaire entre un robot philosophe et un cénacle de vrais philosophes sur ce qui les distingue. Je voudrais vous demander, Laurence de Villers, pour commencer, de nous dire d'abord sur quoi concrètement, quand on travaille aujourd'hui dans un laboratoire en informatique sur les robots, concrètement c'est quoi? Est-ce qu'on côtoie des robots tous les jours? Est-ce qu'on leur dit bonjour en arrivant au bureau? Et est-ce que, d'une manière plus générale, je voudrais vous demander très rapidement de nous faire un petit état de l'art. Quelles sont, je dirais, les avancées marquantes qu'on a faites aujourd'hui en intelligence artificielle depuis une dizaine d'années? Merci en tout cas. Merci de cette invitation. L'intelligence artificielle, c'est très vaste, donc je ne vais pas vous raconter tout sur l'intelligence artificielle, mais spécifiquement sur la robotique. La robotique, c'est deux grands domaines. La mécatronique, c'est-à-dire savoir faire fonctionner le robot et le corps du robot. Eh bien, il y a une autre partie qui est plus software, donc logiciel, qui est de le faire parler. Et donc, je suis plus impliquée, en fait, sur l'interaction verbale avec les robots, qui est assez intéressante parce qu'on a beaucoup progressé justement grâce à des logiciels que vous avez entendu parler peut-être du deep learning ou de l'apprentissage par réseau de neurones. Moi j'en faisais en 92 pour ma thèse. C'est revenu à la mode parce qu'on a une puissance de calcul bien supérieure qu'à l'époque, en 92, quand j'ai passé ma thèse. Et à l'heure actuelle, on a des performances très très haut niveau. On ne sait pas bien expliquer pourquoi, mais on conçoit des systèmes qui sont plus performants. Alors qu'est-ce que c'est que la reconnaissance, l'interaction vocale homme-machine? C'est reconnaître la parole et puis interagir avec un système de dialogue qui peut vous répondre. Et ce que je fais en plus, moi, pour mes recherches, c'est ce qu'on appelle l'affective computing, c'est-à-dire essayer, de détecter les émotions des humains dans l'expressivité, ce n'est pas du tout vos émotions qui sont cachées. Ensuite, faire des systèmes de dialogue qui vont interagir avec vous en prenant en compte ces informations qu'ils ont décelées de votre comportement
et ensuite pouvoir générer une expressivité émotionnelle, de l'empathie, vous dire vous avez l'air triste, je suis triste pour vous. Tout ça est fake, tout ça est de la simulation sur une machine qui est un objet. Et un objet ne ressent pas, n'a pas de décision par lui-même, si les décisions qu'ont ces systèmes sont encore très limitées, et seront de toute façon, même pour quelques dizaines d'années, très limitées. Maintenant, c'est assez remarquable quand même. Et puis, il faut savoir que l'être humain fait le second pas. Donc l'état de l'art n'est pas si avancé que ça, mais comme nous avons cette propension à projeter sur ces machines des capacités cognitives, on leur prête des capacités qu'elles n'ont pas. Donc si vous voulez, nous on fait la moitié du travail et vous faites le reste. Et donc il faut prévenir tout le monde sur cette projection, cet anthropomorphisme que l'on fait sur les machines, dont jouent effectivement aussi les roboticiens, si on veut. Mais en tout cas, moi je suis sortie de mon laboratoire pour écrire ce livre en me posant cette question plutôt éthique. C'est facile de manipuler à travers ces machines, de laisser entendre que la machine est intelligente. Je prends un exemple, Sophia de Hanson Robotics, c'est un robot qui a parlé à l'ONU en disant nous sommes des robots, blablabla, et tout. C'est complètement artificiel et très dissymétrique, c'est-à-dire que la machine est capable de parler avec certes un peu d'émotion dans la voix ou avoir un langage un peu humain, mais elle ne comprend rien. Et donc tout est prescripté. Quand vous entendez parler de Google qui fait un dernier système là, qui est capable d'appeler pour commander une pizza et qui est confondu avec un humain, c'est aussi du bluff, parce que derrière, c'est vraiment une machine qui ne comprend pas ce qui se passe. Donc, je suis sortie de mon laboratoire pour parler d'éthique et pour parler de règles à mettre en œuvre dans ces systèmes pour que, on soit plus préservé de manipulation de ces machines, qu'il n'y ait pas de bluff qui soit fait à travers ces machines. Et donc, c'est ce sujet que j'apporterai plus tard dans votre question suivante. Merci. Alors, je vous demanderai après de préciser c'est quoi ce deep learning dont tout le monde parle. Mais je voudrais d'abord demander à Pascal Chabot ce que lui inspire cette nouvelle relation sociale que nous allons nouer avec les robots. Merci également de votre invitation et bonsoir. Un des termes que vous avez utilisé est particulièrement interpellant, c'est le terme de projection. Et c'est vrai que nous projetons beaucoup sur les machines, sur les robots, à un point tel que l'on pourrait se demander si nous projetons de l'intelligence. Mais que veut dire finalement projeter de l'intelligence, et que serait alors une intelligence artificielle par rapport à une intelligence humaine, si tant est qu'une intelligence puisse être artificielle? Pour entrer dans cette question, je pense qu'on peut dire qu'on attribue aux machines et aux robots un certain nombre de jugements qui sont effectivement anthropomorphes. Quand on fait marcher un robot devant nous, nous disons clairement le robot marche. Certes, il marche, et d'ailleurs il a été programmé pour marcher, et le roboticien ne serait pas très content que l'on dise qu'il ne marche pas. Alors, l'attribution de l'intelligence, ce n'est pas comme l'attribution de la reconnaissance qu'un objet marche, au sens de pas de fonctionner, mais de déambuler. C'est une projection d'une qualité humaine qui est alors attribuée à la machine parce qu'elle réussit devant nous certaines opérations typiques de quelqu'un qui est intelligent. À partir du moment où une machine joue aux échecs, on se dit, tiens, vu que nous pouvons jouer aux échecs intelligemment, la machine le fait intelligemment. Alors vous avez raison, tout à fait raison de dire que sensu stricto, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Dans ce sens-là, parce que l'intelligence suppose la conscience. C'est d'ailleurs très difficile de définir ce qu'est l'intelligence humaine. La meilleure définition que je connaisse, c'est être intelligent. Cela veut dire savoir à quoi cela sert que d'être intelligent. C'est une définition en boucle, hein, et qui est une définition téléologique. Et ça sert à quoi? Ah ben ça c'est chacun se fixe des buts et du sens dans l'existence et sert ces buts et ce sens avec son intelligence. Ce qui veut dire que c'est une téléologie qu'une machine n'a pas normalement. Et cependant, parce que les choses sont vraiment complexes et ambiguës, et c'est pour ça que voilà, on parle de cette frontière entre intelligence naturelle et intelligence artificielle. Et cependant, le comportement de beaucoup de systèmes est fait en sorte qu'il imite
l'intelligence pour essayer de brouiller les frontières, et il y arrive assez souvent et de manière assez confondante. Alors justement, Laurence de Villers, cette idée du deep learning, je voudrais quelques lumières là-dessus sans entrer dans le détail du fonctionnement. Vous laissez entendre qu'il y a eu une époque antérieure où l'intelligence artificielle procédait par une méthode symbolique et que le deep learning, qui est aujourd'hui au cœur des nouveaux systèmes, consiste un peu à un renoncement en regard de cette méthode symbolique. Est-ce que vous pouvez nous raconter plus brièvement cette histoire et qui nous permettra de comprendre comment on est arrivé au deep learning? L'intelligence artificielle date des années 60, c'est pas nouveau. La première période, effectivement, c'est une histoire de système expert, c'est-à-dire que l'humain crée des règles par expertise, et en fait, un système va enchaîner ces règles pour faire un certain processus utile à l'humain. Mais tout est explicable, puisqu'on peut regarder l'ensemble des règles qui est utilisé pour partir du point A jusqu'à arriver à la décision. La deuxième grande phase, ce sont des systèmes statistiques. Et qu'est-ce qu'on fait? On se dit, en fait, ces systèmes de règles experts sont compliqués à mettre en œuvre. Si je dis, par exemple, je veux différencier un chat d'un lion, eh bien, comment je vais décrire cette différence? Elle n'est pas si simple. Donc, au lieu de spécifier quelles sont ces deux formes, chat et lion, je vais travailler avec des images représentant ces formes que l'humain va étiqueter. Donc l'expert maintenant ne fait plus des règles pour spécifier quel est l'objet qu'il veut modéliser, mais il est encore là puisque c'est lui qui décide des données qu'on va utiliser et qui étiquette les données. Donc là, j'ai pris un exemple simple, on met soit lion, soit chat. Okay, donc on construit comme ça ce qu'on appelle le big data, des corpus énormes de données qui sont étiquetées par les humains. Et les algorithmes dits... Alors, il y a plein d'algorithmes statistiques différents. Il y en a quelques-uns qui permettent de calculer des règles probabilistes, donc à partir de ces données étiquetées. Et puis, il y a une catégorie d'algorithmes que moi j'ai utilisée pour ma thèse, donc en 92, comme je disais, qui sont les réseaux de neurones. C'est une idée simple de partir sur quelque chose ressemblant à la façon dont on code les données dans notre cerveau, mais c'est très loin, en fait, de la réalité. Tout part dans les années là, très lointaines, 40, où des chercheurs vont simuler un neurone par un automate à seuil, c'est-à-dire un automate mathématique. Comment ils font? Eh bien, quand on regarde une cellule neuronale, il y a un noyau sur lequel arrive un certain nombre d'activations via ce qu'on appelle les dendrites. Ces activations sont sommées à l'intérieur du noyau, et puis il y a une fonction dite de transfert ou d'activation qui va propager l'information via un axone, qui est un axe un peu plus long sur le neurone, à d'autres dendrites qui sont à nouveau connectés à un autre neurone. Cela veut dire que dans notre cerveau, nous n'avons pas d'informations symboliques de codées, nous avons des informations distribuées. Et on essaye de reproduire cette façon de mémoriser, de représenter en mémoire les informations avec ces réseaux de neurones. Qu'est-ce qu'on a inventé de plus par rapport aux années 80, 90 où j'ai passé ma thèse, où déjà on avait ces systèmes qui marchaient bien? On a beaucoup plus de puissance de calcul. À l'époque, les systèmes que je faisais pour décoder des sons, plutôt du signal acoustique en son, mettait 1 mois. Sur les systèmes qu'on avait, à l'heure actuelle, ça met très peu de temps. Parce qu'on a parallélisé ces calculs. Je ne vais pas rentrer précisément dans l'algorithme, comment il marche, mais croyez-moi, ces machines sont extrêmement performantes. Par contre, comme je l'ai dit, elles codent les représentations de la modélisation, là, la différence entre des chats, par exemple, et des lions. Elles les codent sous forme distribuée et absolument pas lisible pour l'humain. C'est-à-dire que ce sont des boîtes noires. Et ces informations sont codées, tout ce qui est la modélisation, c'est en fait des matrices de chiffres. Donc, à l'heure actuelle, c'est le 3e challenge qu'on est en train de vivre. Comment peut-on rendre explicables ces systèmes qui sont très performants, mais malheureusement sont assez opaques? Donc on parle d'explicabilité des systèmes, de transparence et de loyauté. Alors pourquoi je dis ça? Ces systèmes apprennent par essai-erreur, mais pas du tout comme on ferait un enfant, même pas un bébé chat ou quelque chose de vivant n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment des mathématiques. Et en fait, on va trouver des biais. Par exemple, vous pouvez très bien mettre une image de la savane et il va vous dire c'est un lion. Ben pourquoi? Parce que peut-être que dans mon corpus, j'aurai beaucoup d'images où les lions sont dans leur environnement naturel, qui serait plutôt une savane que d'être dans votre studio. Et du coup, toute l'image est prise en compte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de connaissance. C'est de l'apprentissage sans comprendre. Maintenant, ça nous rend des services. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces systèmes sont
dits d'intelligence faible, comme vous l'avez dit, sans conscience, sans sentiment, sans compréhension. Vous voyez, ça va très loin. Mais par contre, ils sont capables de faire des tâches qu'on n'est pas capable de faire. Alors, je vous donne un exemple perceptif. Donc, non seulement on sait mettre en œuvre des calculs immensément sophistiqués et dans des temps très rapides à l'heure actuelle, mais en plus, ils ont une perception qu'on n'a pas. Moi, je fais de l'audio, on a une bande de fréquences qu'on est capable d'entendre. On n'entend pas les infrasons, les ultrasons, la machine les entend. Quand un médecin utilise des IRM et qu'il va utiliser des systèmes comme ça pour essayer de détecter des formes de cancer ou je ne sais autres maladies, des maladies de peau sur des images d'IRM, la machine est meilleure que nous. Notre vision n'est pas parfaite. La machine peut avoir une vision plus acérée de micro-mouvements qu'on ne verra pas. Donc prenons ça comme étant un cap en plus, utilisons-le. Par contre, comme je l'ai dit avant avec mes lions et mes chats, ça fait de temps en temps des erreurs à la marge qui ne sont pas forcément simples. Donc il faut outiller tous ces systèmes pour que les médecins de demain puissent utiliser ces outils comme une aide au diagnostic, mais en aucun cas une prise de décision sans qu'un humain soit dans la boucle. Pascal Chabot, cette idée que, en somme, c'est comme si on était revenu à l'induction, produire du savoir avec des liens, des causes, au lieu d'essayer d'aller directement à la forme, de définir les formes. Effectivement, c'est la puissance de calcul astronomique qui permet de ne pas devoir édicter toutes les règles. Prenons l'exemple de la traduction. Si vous devez traduire du français à l'anglais, pour qu'une machine le fasse, et on l'a essayé longuement, on a essayé d'avoir une sorte de linguistique qui faisait le passage du français à l'anglais. Les linguistes savent que c'est impossible. Aujourd'hui, on peut faire l'économie de ce tiers, finalement, parce que quand la machine doit traduire, et c'est ça que Google Trad fait, elle compare avec d'immenses bases de données, justement, ce qui peut être une formulation assez juste ou assez proche. Mais cela veut dire que les humains ne comprennent pas. Et c'est cela qui est le grand tournant de l'intelligence artificielle contemporaine. Les humains ne comprennent pas. Il y a boîte noire. Ils ne savent pas exactement comment cela fonctionne. Il y a eu un très grand exemple récent. On a tous entendu parler d'AlphaGo qui avait battu un joueur de Go sud-coréen. C'était 2016. En 2017, on l'a un petit peu moins documenté, alors que je trouve que c'est vertigineux. AlphaGo 0 n'a pas du tout été conditionné ni a appris dans des bases de données de parties de Go existantes. Il a simplement été programmé avec une connaissance des règles de ce jeu. Et puis en 3 jours, dit-on, et c'est presque une légende dorée, mais réelle, c'est une légende dorée réelle, disons, en 3 jours, il a joué 3 millions de parties contre lui-même. 3 millions de parties contre lui-même. Et le lendemain, il a battu la précédente intelligence artificielle 100-0. Là, les théoriciens du décollage, les théoriciens anglais ou transhumanistes du take-off reçoivent un argument assez fort, qui est un argument empirique et qui est un argument qui tend à faire croire qu'effectivement, il y a constitution de boîtes noires capables d'apprendre et qui échappent d'une certaine manière au contrôle de l'intelligence humaine, parce qu'aucun humain ne peut comprendre comment il a appris en faisant 3 millions de parties. Cela étant, il y a beaucoup de bémols, bien entendu. Le jeu de Go est un jeu d'abord avec des règles précises. On n'en est pas là dans un cadre ouvert. Mais dans ce milieu fermé-là, il y a précisément création de boîtes noires, et c'est notre défi contemporain. C'est voir comment, éthiquement, socialement, psychologiquement, on va pouvoir accueillir ce genre de boîte noire, parce que nous sommes des utilitaristes. Et dès que ça fonctionne, même si on ne comprend pas, nous humains, nous disons, tiens, mais ça fonctionne, c'est bien, je pourrais l'utiliser, je m'en sers, etc. Bon, comment ça fonctionne, je ne veux pas trop le savoir, mais cela fonctionne. Et là, il y a le passage du fait à quelque chose qui éthiquement devrait être plus balisé, peut-être. Très bien. Laurence de Villers, dans votre livre donc, Des robots et des hommes, vous imaginez, ça commence par une petite fiction. C'est étonnant que toutes les réflexions autour de la robotique basculent souvent dans la science-fiction. Et votre fiction, c'est celle d'un immeuble en 2025 où 5 robots sont capables d'imiter des comportements
humains aussi sophistiqués que comprendre leur environnement, prendre des décisions. Il y en a un qui s'occupe d'une vieille dame, il y en a un qui fait les devoirs avec un enfant, il y en a un qui s'occupe d'une femme dépressive qui a eu un burn-out. Le fait d'avoir imaginé donc, ces robots qui débarquent dans un immeuble pour prendre en charge des fonctions sociales, est-ce que c'est de votre point de vue parce que vous considérez que la grande révolution à venir de l'intelligence artificielle, elle est sociale dans les services et l'accompagnement aux personnes que ces robots vont délivrer ? Je pense que c'est effectivement un des secteurs dans lequel on va voir apparaître pour la santé, pour l'accompagnement de fin de vie, mais aussi pour avoir des compagnons autour de nous, si je vois bien ce qui se passe au Japon en ce moment. Donc l'omniprésence de ces objets autour de nous qui seraient là pour anticiper nos désirs, nous répondre à notre solitude et essayer de combler des vides, même quand il n'y a pas de vide, me semble un peu effarant. Et donc mon livre avait comme objectif de faire monter mon inquiétude, en tout cas sur ce sujet, puisque en fait à la fin je parle de commandement autour des robots sociaux, c'est-à-dire qu'on se préoccupe de mettre des garde-fous sur le déploiement de ces différents systèmes qui vont être avec nous au quotidien. Qui a Google Home chez lui? Ah bah c'est bien, il n'y a pas trop de monde. Vous l'éteignez? Bon. Parce que souvent, quand je demande je dis, voilà, vous savez que ça vous écoute tout le temps, les gens me disent, oui, vous l'éteignez? Non. Voilà, ça revient un peu à la paresse dont on parlait tout à l'heure. Donc, il faut faire attention à ces systèmes qui sont en surveillance omniprésente. Si vous allez en Chine en ce moment, c'est vraiment quelque chose qu'on voit. Il y a de la vidéosurveillance partout. Et il faut se poser cette question de savoir que demain, on risque de vivre entouré de ces systèmes qui veillent sur nous pour notre bien-être. Alors, pour la santé, on va nous faire passer tout un tas de choses. Donc, j'étais révoltée, moi, par l'aspect de manipulation qu'on peut avoir à travers ces machines. Donc je suis à la fois pour la technologie, quand on l'utilise avec des garde-fous dans le bon sens, parce qu'effectivement on va plus loin, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des performances intéressantes, on va aller plus loin dans l'explicabilité des boîtes noires, et même sur AlphaGo, j'ai vu des choses qui étaient intéressantes pour montrer plus loin comment la machine résonne. Elle a une certaine créativité, cette machine, que j'appelle moi laborieuse. C'est-à-dire qu'elle essaie plein de choses, et puis de temps en temps elle trouve des solutions. Mais dans le cas d'Hugo, ça marche bien parce qu'elle a des buts. Mais quand vous la mettez, par exemple, pour faire de l'art, enfin des tableaux, etc., et s'il n'y a pas de but donné par un humain, la machine ne saura jamais quand c'est beau, bien ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de conscience du tout de ce qu'on est en train de faire. Donc si on donne un but, comme vous l'avez très bien dit, dans un jeu, tout est très verrouillé, eh bien, on peut faire des machines qui ont une certaine créativité pour trouver des solutions. J'en donnerai un autre, taille de Microsoft, par exemple. C'était un système d'agents conversationnels que Microsoft a mis sur Twitter, qui au début de la journée disait « j'aime l'humanité », et puis 12 heures après, il disait « vive les nazis ». Bon, comment ça s'était passé? Des internautes malveillants avaient parlé à cette machine de nazisme, de racisme, de tout ce que vous voulez, et la machine avait en elle-même absolument pas conscience de quoi il s'agissait, donc c'est-à-dire de bien ou de mal, de morale, de rien, et elle avait en même temps des récompenses données par le système. C'est-à-dire que c'était un apprentissage en ligne, et donc les ingénieurs avaient mis dans un système qui s'appelle un algorithme de reinforcement learning, comme le deep learning, on va en entendre beaucoup, donc renforcement, par renforcement, vous allez entendre ça. Et dans les métriques de récompense de ce renforcement, c'est ce qu'il y a dans les aspirateurs déjà, il y avait le fait qu'il faut engager les gens dans l'interaction. Voilà ce que la machine a découvert, c'est quand on parle de choses horribles, les gens s'engagent. Donc parler de politique, parler de racisme, parler de sujets qui sont polémiques font que les gens parlent plus. Voilà, la machine a été créative, elle a trouvé ça toute seule. Et donc ça a surpris un peu Microsoft qui a retiré sa machine. Donc ça veut dire, quand vous parliez de morale machine tout à l'heure, ça veut dire que si on met des systèmes comme ça, capables d'apprendre tout seul, il faut mettre quelques garde-fous pour savoir ce qu'ils vont apprendre vraiment. Ou alors les monitorer, c'est-à-dire vérifier au continu s'ils n'apprennent pas n'importe quoi. Oui, alors Pascal Chabot, vous avez aussi forgé une petite fiction dramatique pour penser l'avenir de l'intelligence artificielle. C'est celle d'un robot philosophe qui se soumet à un examen de ses propres compétences devant un jury de philosophes professionnels. Pourquoi avoir forgé cette expérience de pensée et quelles sont les conclusions que vous en avez tirées?
Le robot est une invention de la fiction d'un Tchèque qui s'appelle Čapek en 1920. Et c'est vrai qu'il s'agit d'un être qui est fictionnel dès le début et d'un être matériel qui obéit tout de même à des désirs fictionnels et qui est véritablement une figure du nouveau. Si l'on y réfléchit, on vit depuis l'aube de l'humanité consciente dans une triade où il y a les humains, il y a les animaux et il y a les dieux. Une sorte de tripartite que l'on voit dans toutes les civilisations. Et par rapport à cela, le robot est intervenu. Il est ni animal, ni humain, ni divin, même si l'on projette sur lui toute une série de fantasmes et de mythes ou de mimésis qui ressortissent de ces catégories-là. Donc cette nouveauté oblige, me semble-t-il, des billets littéraires qui sont fictionnels. Et il me plaisait, c'était vraiment un exercice philosophique, il me plaisait de faire parler le robot et de le mettre dans la position de celui qui est une sorte d'âne savant, c'est-à-dire qui aurait travaillé et connu la philosophie parce qu'il aurait simplement digéré des encyclopédies et d'autres traités, et cependant qu'il le ferait sans conscience, on le disait tout à l'heure. Même si cette absence de conscience, sa sagacité la pallie parce qu'il est capable d'opposer aux humains toute une série de bonnes réponses où ce sont les humains qui deviennent problématiques et pas le robot. Et je pense que là, il y a un biais que l'on doit garder en tête, c'est ce que nous programmons qui crée l'être des robots. C'est une société utilitariste et égoïste qui crée des robots utilitaristes et égoïstes. C'est une société plus altruiste et empathique qui crée des robots plus altruistes et empathiques. C'est une société du rendement qui crée des robots qui remplacent les humains dans les chaînes de montage pour davantage de rendement. C'est une société qui cherche la convivialité, qui peut trouver des robots conviviaux aussi. Donc n'ayons jamais l'impression qu'il y a une sorte d'autonomisation totale de ces intelligences artificielles, de ces machines. Elles répondent tout de même à des désirs, mais le fait est que l'ordre du désir de notre civilisation technocapitaliste est tenu par certaines, je les appelle des ultra-forces, en tout cas certaines grandes puissances, certaines grandes forces contemporaines. C'était cette occasion-là, la fiction, c'est l'occasion de le dire, parce que je ne cache pas une certaine perplexité dans ces questions, que la fiction permet d'aborder mieux qu'un essai péremptoire. Très bien. Je voudrais qu'on en vienne maintenant au moment de la différenciation entre ces deux formes d'intelligence. Vous écrivez, Laurence de Villers, que l'intelligence des robots n'a rien à voir avec celle des humains. Et pourtant, je lis que dans la définition du Centre national des ressources textuelles que vous citez d'ailleurs, l'intelligence artificielle est définie comme ceci, comme la recherche de moyens susceptibles de doter les systèmes informatiques de capacités intellectuelles comparables à celles des êtres humains. Alors, rien à voir ou comparable ? Donc ça, c'était la volonté des créateurs à l'origine de ces machines qui avaient cette vision qu'on pouvait réduire l'humain à une machine. Il y a différents courants de pensée. Moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent que c'est le cas, qu'on peut réduire l'humain à une machine, même très complexe, en dehors de toute croyance. Le fait que, à l'heure actuelle, on commence à faire des projets, par exemple, de recopie du cerveau sur une machine, montre bien en fait l'espèce de narcissisme qui existe, où on se dit, seule la pensée, d'ailleurs on ne sait pas ce que c'est que le substrat de la pensée, entre parenthèses, juste le cerveau finalement suffirait à générer une pensée. Alors quid du corps ? On n'entend pas beaucoup parler, parce qu'en fait les corps robotiques, ils n'ont pas du capteur relié à un quelconque cerveau. Pour l'instant, on n'en est pas là encore. Donc, on parle d'une intelligence qui n'a pas de ressenti. Donc, dès lors qu'elle n'a pas de ressenti, de conatus, d'appétit de vie, alors il y a deux choses différentes. Elles ne ressentent pas, donc elles n'ont pas de plaisir et de désir, et en plus, il n'y a pas quelque chose qui pousse à faire quelque chose, ou à maintenir, en tout cas, comme le conatus, à maintenir une espèce de cycle vivant ou d'énergie dans le robot. Donc, à partir de là, c'est très, très différent. On ne peut pas dire que c'est une intelligence propre
qui soit proche de celle des humains. Donc je pense que là, il y a eu un leurre sur ces deux mots. C'est intelligence artificielle, ça ne va pas ensemble. On aurait pu dire qu'on faisait de la simulation. Ça aurait été peut-être plus clair, plutôt que de dire qu'on essayait de rendre ces machines artificiellement intelligentes en simulant les capacités humaines. Dans la simulation, il faut comprendre autre chose. On ne simule que ce qu'on a déjà vu. Donc, tous ces ensembles de données sont des données qui sont passées. C'est ça qu'on va utiliser pour modéliser quelque chose qui pourrait être une représentation, enfin une compréhension de ce qui est l'avenir, en fait. Et donc, ces machines n'ont pas d'intuition, elles n'ont pas de sens commun. Et c'est aussi très compliqué d'imaginer qu'elles soient vraiment intelligentes, parce que c'est ça notre force. C'est pour ça que je dis que c'est très différent. L'humain, c'est s'adapter en des situations terriblement différentes qu'il n'a jamais vues. On a une intuition. Quand on prend un objet qu'on n'a jamais vu, on a une idée de ce qu'on pourrait en faire. Et ça s'appelle l'affordance. Et donc les roboticiens qui font la mécatronique des robots, ils se prennent bien le cerveau pour savoir comment on pourrait donner ça aux machines. À chaque fois qu'on lui montre un objet, elle doit le prendre, la machine, et puis savoir qu'elle ne va pas l'écraser. Enfin, c'est extrêmement complexe dans notre environnement. Du coup, on en est à des années-lumière de ce qu'on voit dans la science-fiction. Donc ces systèmes, ils sont effectivement très, très différents de l'humain. Il n'y a pas de vivant et il n'y a pas de mort non plus. Qu'on ne nous fasse pas croire que ces machines meurent. Donc il y a vraiment à monter, à expliquer mieux, à démystifier tous ces objets qui nous entourent, qui simulent certaines choses de l'humain, mais absolument pas des humains. Donc il faut vraiment segmenter les deux. Ça ne connaît pas le goût de la pomme. Moi je dis toujours, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de sensation. Et on sait depuis longtemps, par certains courants de les neuroscientifiques notamment, et je citerai Antonio Damasio, qui fait un excellent travail pour montrer qu'effectivement, on est logique, on est rationnel, parce qu'aussi on ressent qu'on a des émotions. Et ça, on l'a aussi grâce à notre corps d'avoir ces informations. Donc la machine, on en est totalement dépourvu. Donc si vous voulez, il faut le prendre un peu comme une machine autiste qui manage un grand nombre de données passées, et qui va, à partir de ces données, de nous montrer des choses intéressantes quand même. C'est ça qu'il ne faut pas nier. Et puis, sur l'intelligence, on a vu, je sais pas, des Galilées, des grands savants qui ont découvert des concepts physiques, par exemple que tout corps tombe à la même vitesse dans le vide, et qui ne pouvaient pas le prouver. Ce n'était pas expérimentalement facile de le prouver, on ne pouvait pas le prouver. Et pourtant, ces intuitions ont été démontrées bien longtemps après. Donc ça veut dire que chez l'humain, il y a cette capacité extraordinaire à faire un pas de côté, on appelle ça la sérendipité aussi, de trouver par hasard des choses et de savoir que c'est des intuitions extraordinaires que la machine n'a pas du tout. Donc moi, j'ai pas du tout de peur que ces machines deviennent super intelligentes. Je ne vois pas comment ce serait possible. Même si par hasard, elles trouvent des choses intéressantes, il faudrait qu'elles s'en rendent compte. Merci de nous rassurer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous montrez combien il est plus facile aujourd'hui d'apprendre à reproduire des raisonnements de haut niveau, des calculs très sophistiqués, que des comportements sensorimoteurs. Et que comme si les robots avaient plus de mal avec le corps, justement, avec la sensation, qu'avec le calcul ou avec le raisonnement. Alors, c'est vrai que le corps, les robots ne savent pas reproduire ces sensations, enfin, c'est le fait de ressentir. Mais par contre, on est en train de leur donner, et ça, c'est vraiment les sujets de recherche sur lesquels je travaille actuellement, on est en train de leur donner la capacité de détecter nos émotions à partir d'indices physiques. Le trémolo dans la voix, l'aspect facial, gestural, postural, comportemental, un peu comme si on était des animaux, sans savoir forcément ce qu'on dit. Et ça, on le sait, c'est des façons de nous manipuler extraordinaires. Donc moi, ça s'appelle le nudging. On part sur les biais cognitifs des gens. Et on sait très bien que c'est déjà utilisé en marketing, ça a été utilisé en politique, c'est utilisé pour la publicité. Ces machines qu'on crée à l'heure actuelle pour détecter automatiquement nos comportements expressifs vont sans doute amplifier, sans qu'on s'en rende compte forcément, qu'elles appuient sur les biais cognitifs. C'est-à-dire sur le fait qu'on ne se rend pas compte, qu'on nous propose devant le nez ce qu'on aurait tendance à prendre par paresse, sans raison, qu'on va choisir le cas par défaut, qui va dans ce sens-là. Et c'est vraiment un sujet sur lequel je suis en train de travailler, qui est d'une complexité rare, sur lequel il faut rentrer en capacité de trouver des outils ou des métriques qui permettent d'aller un peu à l'encontre de tout ça, prévenir aussi les constructeurs de ces systèmes qu'il va falloir donner un peu plus de lisibilité sur les capacités de leur système, faire des agents évaluateurs pour savoir si on est manipulé comme ça. Tout ça est très complexe parce que c'est du gris, c'est pas tout ou rien. Et normalement, le nudging, c'est-à-dire cette capacité
incitative de nous faire aller dans certains sens, c'est surtout utilisé pour notre bien-être. On est d'ailleurs des meilleurs citoyens. Vous savez que vous donnez maintenant vos organes à la médecine, ce qui n'était pas le cas avant. Parce que juste, on a changé la règle. Maintenant, on met une croix quand on ne veut pas. Avant, on mettait une croix quand on voulait. Du coup, ça a changé complètement la donne. On est devenu très humaniste. On donne nos organes à la médecine. Il y a énormément de cas comme ça, où finalement, on se rend compte qu'il y a une espèce de manipulation par le choix, par la façon dont on vous montre les choses. Ce n'est pas une vraie manipulation parce qu'on enlève des cas, c'est juste parce qu'on vous les montre différemment. Et du coup, il faut être alerté sur ça. Donc ça veut dire qu'il faut rentrer en capacité de comprendre. Il faut que les concepteurs aient une certaine déontologie et comprennent qu'aussi on ne veut pas faire n'importe quoi, que nous, chercheurs et concepteurs dans l'industrie, on conçoive des outils pour aller traquer tous ces comportements et qu'il y ait des lois juridiques en cas vraiment d'abus très forts. Alors justement, avant d'en venir à l'encadrement, je voudrais poser une question philosophique à Pascal Chabot à partir de sa fiction. Ce qui est intéressant, c'est que vous donnez une chance à ce robot. Vous lui faites ingurgiter toute la philosophie et il se met à réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'être mortel, qu'est-ce que c'est qu'avoir un corps. Mais est-ce qu'un robot peut répondre à ces questions? Dans une fiction, on peut tout faire. Mais les robots sont les êtres de fiction. Pas seulement. Pardon? Pas seulement. Non, mais de fiction matérielle, je veux dire de fiction matérielle, de fiction matérialisée, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas naturels. L'artifice est une fiction matérialisée. Finalement, l'avion est une fiction matérialisée qui devient un artefact. Alors, mais c'est-à-dire qu'il est une création humaine, une création de l'esprit d'abord, création matérialisée par la suite. Et on sait, quand on regarde le monde, que nous humains sommes des très 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 grands et magnifiques créateurs de fiction et de fiction matérialisée. Par rapport à la question du corps, la question de la mort, bien entendu, ils sont centraux. Et quand on parle de l'intelligence, on ne doit pas oublier que cette intelligence est le produit d'une évolution biologique extrêmement longue où des strates et des sous-couches corporelles alimentent finalement ce qu'est notre intelligence. Cela dit, il me semble intéressant et significatif tout de même que le débat sur l'intelligence artificielle, de plus en plus, se centre sur ce qui fut l'autre de l'intelligence et de la raison, c'est-à-dire l'émotion, en disant, bon, peut-être y a-t-il une intelligence artificielle, mais elle n'a tout de même pas conquis le monde et le royaume, ni de l'émotion, ni de l'empathie, etc. Bien entendu, argumentativement, on pourrait se dire que si on se retranche dans l'émotion, c'est tout de même qu'il y a le continent de la rationalité standard, disons, qui est en passe d'être imité par l'intelligence artificielle. La question de la mort, bien évidemment, est une question qui est présente quand on parle de la différence entre l'intelligence naturelle et l'intelligence artificielle. Et ça nous mènerait dans un autre débat sur le transhumanisme. Et, bien évidemment, il y a une sorte de folie douce et utopique à vouloir toujours faire reculer les frontières de la mortalité. Et cependant, parce que là aussi les choses sont perplexes, quand on y est confronté avec un proche ou quoi, le recul de ces frontières, on les désire. En fait, il est intéressant sociologiquement de penser l'acceptabilité du robot dans nos environnements, et les raisons pour lesquelles on l'accepte ne sont pas toujours des raisons très intellectuelles. On peut par exemple être assez hostile au nom d'un facile humanisme à l'introduction d'intelligence artificielle partout ou de robots dans le domaine de la médecine, une sorte de pétition de principe humaniste. Et puis alors quand on doit être opéré de la rétine par exemple et qu'on entend que le chirurgien tremble tout de même un peu, c'est un humain, tandis que le robot ne tremble pas du tout, là le choix est vite fait et les attendus humanistes sont facilement évacués. Et d'une certaine manière, c'est comme cela que cela se passe. Et la puissance du progrès technique est à la mesure de notre goût de facilité et notre goût de confort. Il faut en être très conscient. Et à nouveau, nous en sommes les acteurs.
Alors, dernière question, et puis après, ce sera à vous d'interroger nos intervenants. Une question qui est sur l'encadrement. Indépendamment, je dirais, pour ne pas rentrer dans la question juridique, même si on voit que de plus en plus, le dernier accident de la voiture autonome Uber pose des questions juridiques. Est-ce qu'il faut encadrer? Comment est-ce qu'on va encadrer cette confrontation qui va devenir de plus en plus récurrente entre les hommes et les robots? Mais j'ai l'impression que l'un et l'autre, vous allez peut-être me démentir, votre souci le plus éthique, le plus fort, c'est de nous alerter sur le fait que le grand risque, c'est que nous devions nous-mêmes robotiques face aux robots. Oui, c'est certain. C'est pour moi le plus grand risque qui va nous amener à parler du monde du travail. Sur les accidents des voitures autonomes, je lisais il y a peu de temps une histoire de la vitesse qui est très très bien faite chez Gallimard, où on parlait de la survenue des premières automobiles dans les villages naguère, les carnages que c'était tout de même. Il faut se rendre compte que, parce qu'évidemment, les humains n'étaient pas habitués à devoir se garer quand une automobile qui n'allait qu'à 15 à l'heure déboulait dans le village. Cela étant, sur la question de la robotisation de l'humain, c'est évidemment là qu'il faut chercher, c'est là qu'il faut voir ce que le monde du travail est en train de devenir. Je crois que le robot est une sorte de nouveau surmoi de l'humanité. C'est un bon travailleur. Pas syndiqué, pas de burn-out, 24 heures sur 24, toujours corvéable. Et d'ailleurs, roboto, ça veut dire esclave. Robota, ça veut dire esclave en tchèque. Hein, le mot vient de là. C'est l'esclave, celui qui fait bien les choses et qui ne râle pas du tout. Et qui a un certain sens de la perfection. Cet idéal du travailleur ne doit pas coloniser l'espace du travail, même si ce ne doit pas être, et contrebalancé par des faits très très clairs. Et quand on voit la manière, par exemple, dont sont organisés les grands entrepôts d'Amazon, c'est certain que ce sont les robots qui dictent la manière dont les humains doivent travailler. Il faut regarder le monde du travail. C'est chaque fois là que ça se passe. Les questions de remplacement sont au centre du débat. Et c'est une question de mentalité, finalement. C'est une question de mentalité. Quand on entend, et je l'ai entendu il y a peu de temps par des logisticiens, oui, mais on pourrait finalement remplacer tous les camionneurs qui acheminent des marchandises d'un entrepôt à un autre, parce que de toute façon, le métier de camionneur n'est pas tellement intéressant. C'est là qu'il y a un problème, et une sorte de néo-spiritualisme en disant, tiens, c'est un métier matériel, n'y allons pas. Ce peut être extrêmement intéressant, évidemment, socialement, par rapport au paysage, par rapport à un goût de la solitude, ou par rapport à un goût de certains types de musique, d'être camionneur. Il y a chaque fois des jugements de valeur, il y a chaque fois des manières de recréer ce qu'est un bon travail. Et je m'arrêterai là-dessus pour dire que la robotisation, en tant qu'elle est une artificialisation, suppose toujours une recréation. Pour programmer des émotions, il faut savoir ce qu'est une émotion. Normalement, on ne le sait pas trop. En tout cas, on ne sait pas trop l'expliquer. Pour programmer ce qu'est une intelligence, il faut savoir ce que c'est qu'être intelligent. Normalement, on ne sait pas trop. Il faut le créer. Pour programmer de l'empathie, il faut avoir une sorte de modèle facile, parfois un peu trop facile, de ce qu'est un comportement empathique. En d'autres termes, c'est l'interface psychique qu'on implémente dans la robotique et qui nous vient de la Silicon Valley très très clairement, qui devient la manière de robotiser l'humain et qui oublie complètement toute une série d'autres acquis culturels, par exemple la saveur d'exister, par exemple le goût de l'équilibre, le goût du rien, etc., etc. Et donc c'est là qu'il faut être vigilant. Très bien. Laurence de Villers, vous dites nous sommes capables de construire de la bêtise artificielle si nous ne contrôlons pas ces machines. C'est quoi la bêtise artificielle aujourd'hui ? C'est justement de ne pas être alerté par le fait que ces machines n'apprennent pas comme nous et qu'il y a des biais en fait, dans l'apprentissage. Et c'est ça qui me
fait penser, et c'est toutes les peurs là que vous envoyez qui me fait penser qu'on va résister aux machines de façon correcte, parce que ça nous oblige à réfléchir sur nous-mêmes. Ça nous oblige à réfléchir sur ce que c'est que notre intelligence. Ça nous oblige à réfléchir sur ce que c'est que notre sensibilité. Et finalement, ces machines, enfin, en tout cas pour les femmes par exemple, elles permettent de quantifier tout un tas de choses. On voit bien là que on n'est pas servi de la même façon dans la société si on fait attention à ce qui se passe. En ce moment, il y a 20% de femmes qui font de l'informatique, qui modélisent ces robots par exemple, et je peux faire... Et tous les robots qui sortent là ont des noms de femmes, Léa, Ava, etc. On peut aussi se demander qu'est-ce que c'est que cette représentation de la femme à travers ces machines serviles et bêtes. Voilà. La bêtise artificielle vient de l'humain avant tout, qui décide de choses qui ne sont pas forcément souhaitables. Et c'est un bon miroir de ce que nous sommes. Et donc moi, j'ai pas tellement peur finalement que ces machines nous renversent. Certes, il y a un leadership de la Silicon Valley, mais maintenant qui est en train de bouger. C'est la Chine le leadership, c'est pas la Silicon Valley. Et là, il y a un vrai souci, mais on n'est pas près de nous en Europe de pas mettre de garde-fous contre ça. Et pour moi, on vit un moment assez privilégié de réflexion sociale, parce que ces machines peuvent nous isoler, effectivement. On va dans des machines qui vont spécifiquement s'adapter à nos désirs, anticiper tout ce qu'on veut, et puis on va perdre en fait le langage social, le fait qu'on est là et on a effectivement, alors Darwin plus, c'est-à-dire qu'on vit en société, on a cette capacité maintenant de vivre mieux parce qu'on est tous ensemble, parce qu'on s'entraide, parce qu'il y a une solidarité. Et donc moi je suis plutôt positive sur les prochaines utilisations de l'intelligence artificielle. Et puis dans le monde dans lequel je vis de scientifiques, il y a énormément de gens qui sont pour pousser en fait l'utilisation de ces systèmes pour de la solidarité, pour de l'entraide, pour... Voilà. Après que la Silicon Valley rentre dans un schéma plutôt économique, on pousse tous, en tout cas en Europe, pour qu'il y ait d'autres facteurs qui soient pris en compte, comme le respect de l'humain, qui soit au centre des choix. Maintenant, bon, il faut pouvoir évoluer aussi. On a toujours évolué. Alors, le travail de camionneur est certes fantastique, mais si vous regardez bien, c'est quand même assez usant. Vous questionnez un peu les camionneurs, c'est des nombres d'heures incroyables, c'est être loin de sa famille. Bon, alors c'est peut-être formidable de regarder les paysages, mais c'est pas sûr que ça soit pas pénible. Donc, si on peut remplacer dans la société certaines de nos activités qui sont pénibles, je vois pas pourquoi on serait contre. Je vois pas pourquoi on serait contre de moderniser des choses si c'est pour notre bien-être. Faut pas être aveugle, c'est tout. Et le fait d'avoir peur, finalement, ça nous rend moins aveugles. Donc, il faut garder cette distance par rapport aux machines et que vos enfants l'aient aussi, parce que nous, on est capable de comprendre cette distance. On a vécu avant les machines et avec ces machines qui vont déferler de plus en plus. Mais nos enfants qui commencent à déjà avoir un portable dans la main avant de savoir parler, il faut aussi qu'ils comprennent ça. Et c'est très bien qu'à l'école, il y ait de plus en plus de cours qui soient donnés sur justement l'utilisation. Qu'est-ce que c'est que les fake news? Ne pas avoir confiance en ces objets. Je pense qu'on surcapacite ces objets. C'est-à-dire qu'on imagine qu'on en est à des remplacements de l'humain, c'est faux. Alors après, il y a des usines entières de robots, et certes, ce que vous disiez sur l'asservissement des humains par des machines peut arriver, mais c'est aux humains de rétablir ça. C'est à nous de ne pas faire de bêtises humaines avant d'en faire de la bêtise artificielle. Merci beaucoup Laurence de Villers et Pascal Chabot. Et maintenant, c'est à vous de leur poser des questions, des objections et des remarques. Il y a un micro. Ce que je vais vous demander, c'est que chaque fois que vous posez une question, de vous lever après avoir reçu le micro pour poser votre question et de coller bien le micro à votre menton. Bonjour, merci pour votre conférence. En ce qui me concerne, je suis un sceptique de la robotisation. Je vais essayer de faire très court. Je pense qu'on a eu deux évolutions dans ce siècle, ou si je peux me permettre de dire un peu dans ce sens-là. La mécanisation on a vu dans les campagnes, on fait des exodes du monde paysan vers... d'un point de vue, je parle du travail, du monde d'entreprise, qui a fait une transformation énorme. Le monde paysan est devenu citadin. Les gens ont... Parce que la machine a remplacé la main-d'œuvre agricole. Et aujourd'hui, dans les mondes d'entreprise, on entend toujours parler de plus en plus de digitalisation. On voit les supermarchés, il n'y a plus de caisses. À chaque fois, on parle d'amélioration. Vous parliez du point de vue du camionneur. Effectivement, il y a une grosse pénibilité du travail, mais ces gens-là ramènent un salaire à la maison. Lorsque vous passez dans une caisse, effectivement, c'est plus sympa de scanner ses produits, mais la caissière perd son emploi. Alors, effectivement, bien-être des machines, je suis OK. Si on a tous un revenu universel, pour chez nous, ça sera très bien.
Mais à mon avis, je suis sceptique dans le fait que, effectivement, bien-être, je ne suis pas contre si on peut avoir des robots à la maison pour s'amuser, etc. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura une destruction massive d'emplois? Voilà ma question. Non, ça ne serait pas judicieux d'un point de vue politique qu'il y ait une destruction massive d'emplois. Parce qu'il y aura une espèce de révolte évidente. On ne va pas laisser faire ça. Donc, à mon avis, ça va être un peu plus subtil que ce que vous laissez prétendre. Et petit à petit, on va adapter les gens à faire peut-être adapter leur job, à changer un peu. Il y aura des formations. Je pense que ça sera plus agile que ce qu'on a vécu je pense que la société capitaliste, et ce sera ma conclusion pour passer le micro à d'autres personnes, est en train de se mettre une balle dans le pied. Parce que vous détruisez des emplois. On n'est pas... Non, mais... Là, il y a des destructions d'emplois. Terminé, monsieur, oui, on vous répondra. Et je termine. Mais les gens qui perdent leur emploi ne consomment plus. Si vous n'avez pas de revenus, vous ne consommez pas. Donc on a compris l'argument, monsieur. Merci. Merci bien. Je passe le micro à quelqu'un d'autre. Oui, je pense que par rapport au travail, vous soulevez des préoccupations qui sont justes, qui sont fondées. Il y a quelque chose de l'ordre du remplacement dans certains domaines. Quand on voit ce qu'était par exemple une banque il y a 20 ans, ou une poste il y a 20 ans et une poste aujourd'hui. Mais alors, c'est vrai qu'il y a un rapport à la pénibilité qui doit être pris en compte, mais cela ne peut être compensé que si les humains retrouvent la matière autrement. Et peut-être retrouve la terre aussi autrement, et retrouve l'artisanat, retrouve le bois autrement, etc. Je crois que si l'intelligence artificielle rime avec une sorte de néo-spiritualisme d'un petit roitelet qui était alors un donneur d'ordre, parce que si on est entouré de robots qui exécutent des ordres, on devient fatalement un donneur d'ordre. Humainement, anthropologiquement, c'est pas très intéressant. Et sociologiquement, c'est vrai que si Silicon Valley est pour le revenu universel, et ce sont les tout grands turiféraires du revenu universel, c'est pour cette raison principalement, parce qu'ils savent très très bien que les solutions qu'ils proposent sont des solutions de remplacement. Bon, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'on l'a dit, il y a des métiers, c'est vrai, extrêmement durs, mais il y a la question financière et de la constitution de l'humain autour du travail. Ça, il ne faut pas l'oublier. Le sens de notre existence est en grande partie lié au sens de notre activité. Très bien, merci bien. C'est peut-être ça qu'il faut changer, non ? Eh bien, j'ai dit de notre activité, pas de notre travail, mais c'est pour ça que je parle de la matière. Mais c'est pas. Mentalement, c'est aussi le pourquoi du travail. Qu'est-ce que c'est que le travail, le mérite, voilà, la créativité, comme tu disais. On va prendre d'autres questions, si vous voulez bien. Oui, bonjour. J'aurais juste voulu savoir si vous pouviez revenir sur ce biais lié au fait qu'aujourd'hui, c'est la majorité des IA sont faites par des hommes blancs et pas par des femmes. Et comment on peut justement changer ça, à part se mettre tout à coder Non, c'est en fait autour de ce développement en fait, de l'intelligence artificielle, des robots, du numérique, tout ça. Il n'y a pas que du codage. Je sais qu'on est en train de dire, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui conçoivent et qui codent effectivement des algorithmes, mais il y a des gens surtout qui entraînent ces machines, il y a des gens qui vont les vérifier, il y a des gens qui seront créatifs par rapport à l'expertise qu'ils avaient dans un domaine, il y a les savoir-faire qu'il faudra pouvoir mettre dans ces machines ou pas mettre, et puis il va savoir être assez malin pour pouvoir les réguler un peu. Donc pour moi, il y a des capacités de différents niveaux à avoir pour encadrer toutes ces machines, et qui sont beaucoup de travail. Par contre, je vois personne qui en parle beaucoup. Alors, je suis désolée, je ne suis pas politique. J'aimerais bien qu'on prenne ce dossier, comme tu le disais, vraiment à bras-le-corps. Et alors, les femmes dans tout ça, moi, je pense qu'en parlant d'éthique, en disant qu'on ne fait pas juste du code, mais on fait un programme pour aider un malade, on fait un programme pour faire de l'art, on fait un programme pour des travails divers et variés, parce qu'en fait, ça diffuse partout dans la société, sur tous les domaines. À partir de là, en donnant un sens à ce qu'on est en train de faire, et en essayant de réfléchir vraiment aux concepts qui sont derrière, parce que c'est ça qu'il faut avoir. C'est pas les politiques qui vont décider pour nous. On est tous responsables, citoyens, dans cette boucle. Et c'est ça que je pousse, moi, à fond. C'est qu'il n'y ait pas seulement les concepteurs, il y a aussi les utilisateurs, les experts dans les domaines, et puis les citoyens qui seront les premiers à pouvoir dire oui ou non. Et les femmes sont la moitié de la population, elles devraient être plus présentes dans tout ça. Et j'espère qu'on va les attirer à travers le fait qu'il y a un sens, en fait. L'informatique, c'est pas un truc de geek poilu dans son... Voilà, bon. 40 ans blanc.
Monsieur. Bonjour, non, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit qui était très, très éclairant. Moi, j'ai été assez fasciné par ce que vous avez dit tous les deux sur l'interaction en fait, qu'il pourrait y avoir entre les robots. Alors, les exemples dont on parle peu, il paraît qu'il y a une machine qui a gagné contre des joueurs de poker. Donc, c'est pas uniquement les règles, il y a un aspect probablement d'interaction que vous devez connaître. La deuxième chose, c'est Kasparov, quand il était battu, il était assez furieux. C'est le champion d'échecs, c'était le champion du monde d'échecs à l'époque. Il a dit « Oui, mais j'ai perdu parce que je n'ai pas vu ce qu'elle a joué, la machine. C'est-à-dire, je n'ai pas vu les parties qu'elle a jouées. Et j'aurais pu comprendre si j'avais vu les parties qu'elle avait jouées, ce qu'elle avait fait, je l'aurais battu. » Bon, ça n'a jamais été fait, mais je pense que c'est assez intéressant. Et puis, dans ce que vous avez dit, ce que j'ai compris de votre roman, enfin de votre essai ou de votre roman, c'est plus de la fiction. Mais à la fin, j'avais eu l'impression que le robot faisait la leçon au philosophe en lui disant « En fait, nous ne deviendrons que ce que vous ferez de nous. » Enfin, si j'ai bien compris la conclusion. Et qu'en fait, il y avait une interaction assez forte, finalement, entre le robot et avec les humains. Et qui peut-être, alors c'est Pascal Pic qui dit ça, il y a une coévolution. Va-t-il y avoir une coévolution entre les robots et les humains? Je peux répondre sur le début? Il y a déjà une coévolution en plein, et je pense que tous les deux on essaye de la documenter. C'est vrai que vous remarquez finement que c'est vers là que je désirais aller en faisant du robot un miroir de l'humain et en le faisant recycler des grands thèmes de la philosophie comme la dialectique du maître et de l'esclave par exemple. Vous savez, si vous voulez que les esclaves deviennent des maîtres, eh bien vous n'avez qu'à devenir les maîtres fainéants ou les maires de palais. Bon, c'est ce renversement-là qui est intéressant parce que philosophiquement, il nous fait réfléchir au type de pouvoir que nous avons dans cette coévolution. Le problème est de l'ordre du nous. Et la philosophie non politique prend ce nous comme une sorte de nous humain, etc. Mais on sait bien que ce n'est pas le nous humain qui décidons, et on sait bien qu'il y a des enjeux de pouvoir, et c'est ça que le robot essaie aussi de montrer aux humains, que la philosophie ne soupçonne pas toujours. Peut-être Laurence répondre sur les deux autres points. Sur Kasparov, effectivement, en fait, tous les joueurs de tout jeu, d'ailleurs, vous diront qu'ils gagnent souvent sur un aspect psychologique et sur la connaissance de la façon de jouer de l'autre. Quand j'ai été interviewé un fin de nuit qui était par exemple le joueur de Go, je parlerai après d'échecs, il m'a dit que c'était très difficile de jouer contre une machine qui n'avait pas de sentiment, c'est-à-dire qui ne renvoyait pas d'une déstabilisation ou au contraire un masque. Il n'y avait rien. Donc il disait c'était très déstabilisant parce que du coup je projetais mes émotions sur la machine. Donc quand j'étais très sûr, ça allait, et quand j'étais pas du tout sûr, c'était la panique. Et donc Kasparov a dû se retrouver dans des situations pareilles où c'était compliqué. Moi, le même fin de nuit, là, il a eu accès au log de la machine, et donc il a regardé pourquoi la machine avait joué ces coups que Dieu lui avait incité de faire. Et en fait, c'était juste qu'elle déployait beaucoup plus loin en fait les possibilités, et elle allait à 63 coups avec un ensemble de possibles au départ extrêmement large que lui n'était pas capable de faire, et il m'a dit à partir de là j'ai compris des trucs, je joue mieux. Donc bon, sur ces systèmes là qui sont quand même fermés, c'est pas si compliqué. Sur le bluff, il y a une partie de hasard, et puis chaque fois le système a joué contre une personne en bluff, pas contre un ensemble de gens. Et là, à mon avis, ouais. Bon, il faut creuser sur le poker. Là, j'ai pas rencontré les gens qui l'avaient fait, donc je dirais pas de ce que je ne connais pas. Je pense juste qu'il y a un bluff dans l'histoire du poker parce qu'elle jouait pas contre toute une tablée, mais contre une personne, un jeu contre un jeu, et qu'il devait y avoir une façon de faire que je pourrais décrire algorithmiquement si je l'avais étudié. Oui, mais vous ne faites pas trop bluffer par tout ça. On entend dans les médias que deux machines se parlent entre elles et qu'elles définissent un nouveau langage. Oui, mais ça ne veut pas dire énormément de choses. C'est du très très bas niveau. Donc voilà, il faut faire attention à ce qu'on joue partout. Une question ici au milieu. Bonjour, d'abord merci parce que c'est absolument passionnant de vous écouter tous les deux. Ma question à moi, elle part du... Je suis d'accord avec vous que... Enfin, d'abord, merci parce que vous me rassurez un peu, parce que bon, moi je trouve que ça a quand même tous ces changements assez potentiellement inquiétants.
Je pense effectivement que les robots, l'intelligence artificielle vont devenir ce qu'on va choisir d'en faire. Et ma question à moi, c'est comment fait-on, citoyen, individu, pour faire en sorte que, pour reprendre ce qu'il y a sur votre une du dit même magazine, que par exemple le capitalisme soit altruiste, ce qui historiquement est quand même assez peu, hein, et justement comment fait-on pour faire en sorte que ces technologies, elles soient à notre service et non pas au service de quelques-uns parmi nous. D'accord. Alors, je vais vous donner des exemples. Déjà, ce que vous faites là, de réfléchir tous ensemble sur ces sujets-là, c'est une première étape. D'accord ? Il faut que de plus en plus dans la société, on réfléchisse sur ces sujets, que la philosophie ou les sciences ne restent pas l'apanage de quelques personnes dans des labos. C'est terminé, ça. Il faut que tout le monde diffuse, essaye de réfléchir sur ces sujets. Et que des experts essayent d'apporter des théories ou des choses parce qu'on travaille dessus. Mais que tout le monde dans la société soit à même d'essayer d'apprendre à son voisin, de comprendre, etc. Par exemple, en médecine, on voit arriver, grâce au numérique, des associations de patients qui sont dans la boucle de décision, qui vont être pris à partie pour prendre des décisions dans des comités, alors qu'avant, ça n'existait pas. Les patients étaient d'un côté, il y avait le savoir du médecin, et surtout, les patients, ils ne savaient pas. À l'heure actuelle, c'est en train de changer, ça. Donc c'est plus démocratique, d'une certaine manière. Dans les comités d'éthique qu'on est en train de monter en France, c'est l'idée d'associer des experts, à la fois si je prends de la santé, de médecins, et puis aussi de patients, et puis aussi de citoyens qui seraient bénévoles. Voilà. Il va y avoir des panels de gens, et il y a une vraie volonté pour qu'il y ait une possibilité de prendre la parole. Donc si vous voulez prendre la parole après à ces niveaux-là, il faut s'organiser. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir, faire des associations qui réfléchissent autour de ça et qui s'entraident. Parce qu'il y a un énorme effort à faire pour comprendre comment on utilise ces systèmes. Moi, je dis qu'il faut faire des outils pour que, par exemple, les médecins, quand ils aient, ce que j'ai dit tout à l'heure, ils ont un diagnostic avec un pourcentage qui arrive en disant, voilà, à tant de pourcents, la personne a un cancer. Bon, d'accord. Il ne sait pas, la machine est opaque, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut outiller ça, parce qu'on peut faire d'autres approches qu'une approche opaque, qui donnera aussi quelques informations. On peut trouver des moyens de vérifier l'ensemble des données qui a été utilisé. On peut aussi, comme a fait AlphaGo, qui a joué contre lui-même dans le AlphaGo 0, qui était le plus abouti des performances, on peut aussi trouver un moyen de faire planter la machine dans certains cas et de regarder jusqu'où elle va et d'avoir une espèce de compréhension, pas parce qu'on l'a codé, mais parce qu'on sait l'utiliser. On sait l'expérimenter, parce que les chercheurs vous ont donné des cadres et des outils, on peut essayer de comprendre comment ça marche. Mais c'est sûr qu'on ne comprendra pas tout et qu'il va falloir aussi se mettre à beaucoup pour comprendre que ça peut apporter du bienfait et dire ce qu'on veut. Ça veut dire aussi que dans la façon dont on éduque nos enfants, que ce soit à l'école ou que ce soit en tant que parents, il faut qu'on apprenne à nos enfants à réfléchir autrement par rapport aux machines. C'est bien ça. Oui, mais... Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas facile, parce que ce que vous disiez sur le fait qu'on va quand même assez vite au confort et à la facilité, et que nos enfants, effectivement, eux, ils grandissent avec quelque chose où voilà, ça arrive. D'accord, mais nos enfants, non, mais c'est un vrai changement. Mais aussi, évidemment, mais nos enfants ont d'autres cerveaux que les nôtres, et nous avons ici dans cette salle des cerveaux qui sont déjà un petit peu vieux. Et quand on voit les enfants de 10 ans, 15 ans, moi j'ai des étudiants de 20 ans, ils réfléchissent déjà autrement. Et c'est déjà un autre monde. Hannah Arendt disait le monde s'use. Heureusement qu'il y a les nouvelles générations pour le régénérer et donc pour trouver aussi d'autres types de protocoles. Donc s'il y a bien une chose dont on doit avoir... en quoi on peut avoir confiance dans le cerveau des jeunes générations, je pense. En tout cas, cela s'appelle l'optimisme. Mais oui, c'est vraiment la base de l'optimisme, sinon l'optimisme n'existe pas. Mais ce que je voulais dire, votre question l'illustre extrêmement bien, c'est qu'on est sorti d'un débat entre technophobie et technophilie, qui fut la grande fracture du XXe siècle. On n'en est plus là, et on cherche alors maintenant à refaire, parce que nous sommes des binaires d'habitude, on cherche à refaire une sorte de fracture entre des technologies de fracture et les technologies du commun, des technologies qui recréent du commun. Et là, vous l'avez vraiment bien explicité, il y a une mentalité peut-être plus associative de personnes qui essayent de s'emparer des techniques
pour les orienter vers quelque chose qui est du commun. C'est certain que là, on est dans le désir, on est dans l'optatif, et cela fonctionne souvent. Et cela étant, même le Congrès américain ne parvient pas à faire changer Zuckerberg d'avis. Cela étant, aucun gouvernement de cette planète ne parvient à être dans un rapport de force positif par rapport aux 18 grandes banques systémiques. Donc il y a dans l'univers technologique des lames de fond qui sont des lames de fond extrêmement puissantes, et toute la crise politique contemporaine est une crise qui tend à savoir comment rapatrier dans l'ordre de ce qui dépend de nous, de ce que l'on peut modifier, ce qui tend parfois à s'en extraire. Cela veut dire aussi que la philosophie des techniques est devenue une philosophie politique, et c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que dès qu'il y a politique, il y a essai de rapatriement de ce qui s'annonce parfois comme un grand destin de la financiarisation du monde, de la numérisation, de la robotisation, avec les énormes cadeaux positifs qu'il génère, et puis les vraies inquiétudes. Inventer un type de politique qui soit à la hauteur de ces enjeux-là est le boulot des intellectuels contemporains et des scientifiques contemporains, mais c'est pas gagné. On voit bien qu'on n'y est pas vraiment. On voit bien qu'il y a des nouveaux modes de pensée politico-philosophiques à mettre en œuvre. Il y en a beaucoup dans les sphères philosophiques qui essayent d'y réfléchir, mais c'est pas comme si on y était, loin de là. Et moi, j'ajouterais qu'en fait, ces systèmes, ils paraissent très forts à l'heure actuelle. Ils peuvent être déstabilisés du jour au lendemain. C'est-à-dire que Facebook n'a pas anticipé ce qui s'était passé dernièrement sur les données qui étaient vendues ailleurs, d'accord ? Ça peut faire des scandales et faire chuter totalement des pans de ces géants. Okay. Donc c'est parce que en fait ils ont quand même une énorme force qui font qu'ils attrapent des marchés, mais d'énormes faiblesses également. Donc il n'est pas dit qu'on n'arrive pas à des crashs de ces différents systèmes. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser forcément que sur cette souveraineté qui pour moi est fragile. Oui, mais cette fragilité-là a fait nommer un président qu'on n'aurait peut-être pas tous désiré voir à ce poste-là. Donc, tu parles de Trump ? Oui, c'était... Oui. Mais donc c'est le non, mais c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas baisser les bras. On a des moyens d'essayer de contrecarrer, d'être plus intelligent, plus au même, plus au fait de comprendre ces systèmes, nos enfants aussi. Et je pense qu'on a toujours survécu à ces différentes fluctuations. Elle n'est pas pire que d'habitude. Je refuse, moi, le tsunami de tout ça. On a des consciences. Je vois des gens qui réfléchissent de plus en plus à ces sujets et je trouve que c'est génial, ça. Très bien. Mais merci de votre attention. Merci Laurence de Villers. Merci Pascal Chabot. Je crois donc qu'on se retrouve en bas et qu'il y a même une signature, je crois, de vos livres qui est organisée en bas, si je ne me trompe pas. Merci de votre attention.